Le Papetier de France vous présente son podcast « La distribution passe au vert ». Retrouvez tous les épisodes sur papetierdefrance.com. Bonjour et bienvenue dans le podcast du Papetier de France. Je suis Marie-Caroline Mabille, rédactrice en chef du magazine, votre guide pour ce nouveau format du Papetier. Cette première émission fait partie d'une série de 3 podcasts sur le thème d'une distribution plus verte. Aujourd'hui, nous nous intéressons au point de vente. Au-delà de l'offre, comment rendre le magasin moins impactant pour l'environnement ? Comment faire de cette coquille un outil écologique ? Pour en discuter, nous recevons Olivier Lepelleux, franchisé Bureau Vallée, qui a ouvert un magasin éco-conçu au printemps 2022, et Franck Charton, délégué général de Perifem, association réunissant de nombreuses enseignes pour créer un écosystème commercial plus responsable. Merci de votre invitation. Pour commencer, Olivier Lepelleux, en avril 2022, vous avez ouvert un Bureau Vallée à Amboise, en Indre-et-Loire, et la particularité de ce point de vente, c'est qu'il a été éco-conçu, c'est-à-dire qu'il a été pensé pour moins consommer. Pouvez-vous nous raconter comment est né ce projet et ce qui a motivé cette démarche ? Bien sûr. Alors, on a eu l'opportunité d'acheter un terrain dans une zone commerciale, ce qui est quand même très rare. Et lorsqu'on construit un bâtiment, on le pense sur au moins 25 ans, 30 ans. Donc, lorsque vous rencontrez des architectes, on vous propose déjà des solutions qui sont déjà créées, en charpente métallique, tout ça. Ils savent déjà tout faire, c'est quasiment industrialisé. Sauf que je ne le voyais pas comme ça. Covid aidant, ça m'a permis de prendre du temps aussi pour réfléchir à comment faire. Et j'ai rencontré beaucoup de monde, beaucoup d'institutions qui ont malheureusement ont tous été très sympathiques. Je pense à l'ADEME, tout ça, ils ont été vraiment, mais ils n'ont pas réussi à m'aider, ni tous les partenaires qui m'ont accompagné. Donc, avec mon bâton de pèlerin, je me suis déplacé dans toute la France pour essayer de trouver des solutions contenues dans une enveloppe budgétaire. Attention, je n'ai pas voulu faire le bâtiment le plus écologique. J'ai voulu faire quelque chose qui puisse être duplicable. Chercher les subventions n'avait pas d'intérêt ou pas d'impact. Donc, j'ai voulu faire la construction la moins pire, en fait. Voilà. Et vous l'avez très bien introduit. Vous avez le moins impactant. C'est exactement ça, quoi. Parce qu'on peut pas. Sinon, on peut faire la plus belle cathédrale. Si personne veut faire derrière, il n'y a pas d'intérêt, quoi. Et alors concrètement, quels sont les aménagements que vous avez mis en place ? D'abord, une ossature en bois, en lamellé-collé, issue des bâtiments agricoles, pour une question de coût. Parce que vous passez du bâtiment tertiaire au bâtiment agricole, vous avez quand même 15 à 20% d'écart sur le prix. Et pourtant, c'est la même chose. Voilà. On a voulu aussi une double isolation en bois du bâtiment pour limiter le phasage. Malheureusement, les cours du bois ont explosé post-Covid et on a dû opter pour une autre solution, une double isolation en laine de roche, qui n'est pas si mal non plus. Donc voilà. On a voulu avoir un maximum d'éclairage naturel. Donc, tout le toit du bâtiment, quasiment, est baigné de lumière naturelle. On a maximalisé l'emplacement des skydomes. Sur les côtés, on a 2 grands évents d'1 mètre carré qui permet d'aérer naturellement le bâtiment avec un système intelligent qui va s'ouvrir comme des fenêtres et quelques skydomes qui s'ouvrent histoire de ventiler. À tel point que pendant la canicule de l'année dernière, nous avons utilisé la climatisation que 4 heures par jour. Donc des solutions très pragmatiques. Exactement, juste du bon sens. Et parce que de toute façon, l'énergie la plus verte sera toujours celle qu'on ne consommera pas. Et puis sur l'énergie, j'ai rencontré un garçon, Bruno Bouteille, qui m'a guidé dans ses choix. Il est l'inventeur d'un système de monitoring de l'énergie. Il installe des panneaux solaires et en plus, on cumule l'énergie via des batteries issues du recyclage automobile. Tout ça, ce sont des sociétés françaises qui nous les ont apportés, mis à part les panneaux solaires, parce qu'il n'y en a pas encore en France qui puissent nous les proposer, mais avec un bilan carbone neutre. Et le surplus, parce qu'on a mis une production de 101 kW crête pour un usage de 10 000. Donc, toute la différence, on la revend à EDF pour le moment et après à nos voisins. D'accord, donc à vos différentes enseignes qui vont vous entourer à l'avenir. Exactement, il y en a déjà beaucoup à côté de nous, mais à moins de 2 km, je peux vendre mon énergie à un prix décidé ensemble. Donc, ce qui est pas mal, ce n'est pas non plus le prix que DFOA nous rachète à 11,7 centimes. Mais là, on peut opter pour un choix intelligent. Au lieu que mon voisin paye par exemple 25 centimes, je peux lui proposer quelque chose à 18 centimes. Tout le monde est gagnant, quoi. Franck Charton, sur le portail magasinresponsable.com, Perifem recense beaucoup d'initiatives similaires prises par d'autres enseignes de la grande distribution. Selon vous, quels sont les postes les plus susceptibles d'être travaillés pour réduire l'impact environnemental d'un point de vente ? Alors, d'un point de vente non alimentaire, effectivement, et on le voit très bien dans
les statistiques de magasinresponsable.com, on a principalement, alors sur les magasins existants, parce qu'on reviendra sur ce qu'Olivier disait, lorsqu'on construit un magasin neuf, on a cette chance de pouvoir avoir les mains un peu plus libres quand on a un magasin existant. Qu'il faut transformer. Qu'il faut transformer, c'est parfois moins évident. Les deux postes clés dans la distribution non alimentaire, c'est le chauffage et la climatisation et l'éclairage. Et c'est là que c'est plus compliqué sur un magasin existant. L'éclairage, il est souvent... les murs sont là, le toit est déjà défini et donc on a plus de difficultés à changer cela. Quand on conçoit comme Olivier son magasin dès le départ, on peut mettre plus de skydome, on peut mettre une paroi vitrée, on peut même, c'est peu développé en France mais en Allemagne il y a beaucoup ça, les issues de secours par exemple sont vitrées. L'apport de lumière est conséquent. Je veux dire, pour les clients, même pour les personnels, on a une impression de liberté, alors que souvent, entre nous, les issues de secours, c'est pas très joli, hein, c'est ouvert, en métal. Voilà, donc les deux grands postes de consommation, pour répondre à votre question, c'est effectivement la lumière et le chauffage et la climatisation. Et sur ces deux postes-là, on a différentes façons de s'améliorer, des solutions assez simples, je vais dire. Les LED pour la lumière. Voilà, des solutions, alors parfois même sans investissement quasiment, et puis des solutions où il faut faire des travaux, il faut faire des remplacements. Et sur l'éclairage, effectivement, aujourd'hui, plus personne n'hésite sur le fait de mettre des LED et générer 50-60% d'économie d'énergie là-dessus. Sur le chauffage et la climatisation, c'est à la fois plus simple et parfois moins évident. Moins évident quand il faut la mettre en place. Forcément. Que ce soit la climatisation ou même le système de chauffage, s'il faut le remplacer. Mais Olivier le disait, tu disais combien ? 4 fois par an uniquement ? Oui, 4 heures. 4 heures par jour en pleine canicule. Et sinon, on ne la met pas tout le temps. Donc, on voit bien aussi qu'on est plus économe dans nos usages. Et ça, c'est ce qui est ressorti du plan de sobriété énergétique qu'on a rédigé pour l'ensemble de nos adhérents, y compris, donc, quelle que soit la typologie de commerce, alimentaire, non alimentaire, etc. On a rassemblé tout le monde cet été dans le plan de sobriété qu'on a sorti et dans lequel on avait prévu environ 10% d'économies d'énergie qui se sont confirmées. Hein. Le TE et Enedis nous ont donné les chiffres réels de consommation au compteur. On est bien en moyenne sur notre secteur à moins 10%, certains même plus. Ça veut dire que ces solutions, notamment les simples, sont efficaces. Et le gouvernement avait un peu peur de ça, avait peur que ce ne soit pas pérenne. Mais en fait, c'est pérenne parce que ce bon sens, c'est 4 heures par jour. Tu ne vas pas changer, Olivier, ta façon de faire. Je veux dire, maintenant, c'est dans le process. Je pense que les employés c'est même peut-être programmé. Non, mais on ne va pas revenir en arrière. Dès qu'on sent un peu l'inconfort, on commence à mettre la climatisation, mais on ne la met pas, on ne devance pas le besoin. Et pour rebondir à ce que disait Franck, de mettre un monitoring est une excellente idée, parce que ça rend responsable de son usage et il y a un véritable engagement. Déjà, de faire 10% sans avoir d'indices ou d'indices sur lesquels on peut agir, c'est quand même drôlement bien. Et en mettant juste une petite solution de monitoring pour montrer à quel moment on consomme, déjà, ça engage et ça peut même engager toute l'équipe à dire attends, il y a peut-être d'autres solutions, on va peut-être pas allumer toutes les rampes de LED, on a de l'éclairage naturel qui arrive, je ne sais pas comment, mais tout ça aussi, c'est bon. Et aussi, tant bien pour le chauffage que pour la climatisation. On va peut-être pas le mettre tout de suite, il y a des choses qui se réfléchissent, ça engage. Les informations du monitoring sont disponibles pour tous les collaborateurs ? Exactement, on peut le mettre sur les écrans des ordinateurs, ça s'affiche et on voit comment on consomme. Justement, Olivier Lepelleux, est-ce que vous avez déjà pu mesurer les économies réalisées en un peu plus d'un an ? Alors, pas encore, parce que lorsqu'on met en place une production électrique par les panneaux solaires, administrativement, c'est très long. D'accord ? Donc, on a une chance, c'est d'avoir quasiment 1 an de nos usages sans la production d'énergie. Et à partir de ce mois de février, de janvier, on va pouvoir faire un comparatif intelligent. Et là, on va pouvoir vraiment donner. Enfin, vu qu'on surproduit, je vous assure, il y a des journées, on ne va même pas chercher sur le réseau. Mais les clients de la personne que j'ai vue à Castres, là, qui ont ce système de monitoring, arrivent à faire à minima 20% d'économie sur leur énergie. Des économies qui sont importantes d'un point de vue environnemental, mais des économies qui sont aussi importantes pour le coût d'exploitation du point de vente. Évidemment. Ouais. Il faut qu'il y ait ce rapport gagnant-gagnant. Franck Charton, en termes d'écologie, existe-t-il des contraintes réglementaires pour le commerce non alimentaire ? J'imagine que ça dépend de la taille des points de vente.
Absolument, principalement. Les réglementations, pour la plupart, concernent tous les commerces, mais effectivement avec des seuils. Alors par exemple, Olivier, toi, ton magasin fait quelle surface ? 529 mètres carrés en tout, sur une surface commerciale de 410. Alors on va le voir, tu es à la frontière de certaines obligations, mais globalement, la plupart des obligations fortes, importantes, impactantes, sont des obligations qui commencent à 1000 mètres carrés pour l'ensemble Très du grande bâtiment. surface. Le bâtiment, il fait 930 mètres carrés, donc j'ai un locataire sur le côté. Mais c'est vrai, mais il y a des normes où il y a des obligations. Pourquoi attendre 1000 mètres carrés quand on peut le faire avant ? Bien sûr, d'ailleurs, C'est du bon sens. ça a été ton cas. Ouais. Tu as couvert le magasin de panneaux photovoltaïques, on va le voir. C'est aujourd'hui obligatoire par la loi ENR au-delà de 500 mètres carrés. Ce n'était pas le cas quand tu as construit. Non, mais, exact. mais tu l'as fait parce que derrière, il y avait l'image que tu voulais donner, puis il y avait aussi, tu l'as dit, un ROI. Et au-delà du ROI, je rebondis sur le fait que tu alimentes tes voisins. Dans son contexte local, je trouve ça assez extraordinaire de pouvoir avoir une communauté qui montre aussi à l'ensemble des clients que voilà, ce pool qui est là, il fait un effort, il a un peu investi. On aurait même pu imaginer qu'il co-investisse avec toi. Bon, ça n'a pas été le cas, mais en tout cas, ils sont utilisateurs de l'électricité que tu peux leur vendre. Ils doivent se battre peut-être même pour pouvoir te l'acheter. Exact. Et mais c'est vrai, c'était un choix qu'on a fait il y a 4 ans avant l'ouverture du magasin. Il y a eu des longueurs, des choses comme ça. Mais déjà, parce que le projet a commencé en 2018. En 2018, oui. Donc, pour une ouverture en 2022. Et voilà, en février 2022. Ouais. Donc, un des seuils, c'est 1000 mètres carrés. 1000 mètres carrés, c'est dans les investissements obligatoires pour l'ensemble du commerce que Périfem a chiffré à environ 6 milliards d'euros par an jusqu'en 2030. Donc, on est sur des budgets qui sont très conséquents. Très conséquents. Sur l'ensemble de ces 6 milliards, il y a plus de 2 milliards qui sont demandés au titre de ce qu'on appelle le décret tertiaire. Le décret tertiaire, c'est une obligation de faire des économies d'énergie. Il y a plusieurs niveaux, mais le premier niveau, c'est moins 40% de consommation énergétique d'ici 2030. Donc c'est important. Très ambitieux. Et moins 40%, on parlait du plan de sobriété tout à l'heure où on fait moins 10%, j'allais dire, sans se faire mal. Pour avoir moins 40, c'est plus compliqué. C'est pas en éteignant la lumière le soir en partant qu'on c'est ça. arrive à faire moins quelques 40. petits efforts supplémentaires. Et des investissements surtout. Donc là, le seuil, c'est 1000 mètres carrés. Donc, dans le cas d'Olivier, il est juste en dessous avec ses 930 mètres carrés. Donc ça drive une grande partie des obligations environnementales pour le commerce non alimentaire au-delà de 1000 mètres carrés. 1000 mètres carrés, c'était un seuil qu'on avait depuis longtemps, mais qui a été balayé récemment par la loi ENR, qui vient d'être publiée, la loi énergie renouvelable, qui vient d'être votée là, au mois de février. Et donc là, on va dire 2 obligations. L'une qui est rétroactive sur les magasins existants, donc ça impacte tout le commerce non alimentaire. La première obligation, c'est de couvrir le toit du magasin. Alors le seuil, c'est 500 mètres carrés. Donc là, pour le coup, c'est là qu'Olivier était en avance. Donc bravo à toi. On arrive vite sur des 500 mètres carrés, ne serait-ce que quand on a un entrepôt logistique. Et je ne parle pas de surface magasin. de vente, je parle de l'ensemble du bâtiment. Oui. Donc 500 mètres carrés, obligation rétroactive de couvrir le toit avec des panneaux photovoltaïques. C'est un élément qui n'était d'ailleurs pas dans le projet de loi initial, qui a été rajouté dans la discussion parlementaire. Elle est techniquement très compliquée. Il faut que le toit puisse accueillir et quand ça n'a pas été prévu pour ça, c'est très compliqué, voire impossible. Dans le cas d'Olivier, tu construisais à neuf, tu l'intégrais dès le départ. On a fait toutes les études de charge en conséquence, bien sûr. Voilà. Mais ça, c'est une chance. Mais sur l'existant, c'est moins évident. Une question, c'est le locataire qui investit sur son toit, parce qu'il y a une problématique de bail là. Ça, c'est une très très bonne question. Il y en a beaucoup qui se la posent, mais personne n'a la réponse. C'est pas précisé. Non, c'est pas précisé, et ça l'est dans le décret tertiaire. Alors sans lettre, c'est-à-dire que dans le décret tertiaire, il est dit que le propriétaire et ou le locataire mettent ensemble les mesures pour arriver au moins 40%. Donc, Après, débrouillez-vous. Donc, en gros, c'est le bail qui va régler ça. Donc, déjà, on sait que là, il y aura des points de tension. Sur la loi ENR, c'est très compliqué parce que l'obligation, elle est portée, le texte a été assez mal rédigé, et l'obligation, elle est portée sur le bâtiment. Donc, c'est le bâtiment. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que est-ce que c'est le propriétaire ou est-ce que c'est le locataire? Pour répondre à ta question, personne ne sait. Et donc, c'est l'exploitant. Voilà, donc ça va être la foire d'empoigne sur le terrain. On sait qu'on va devant de grandes difficultés. Donc cette première difficulté, c'est la couverture rétroactive des toits avec des panneaux photovoltaïques. L'autre, c'est l'obligation rétroactive aussi d'équiper les parkings qui sont au-delà de 1500 mètres carrés. Donc 1500 mètres carrés, en général, c'est 80 places. Donc c'est déjà un commerce d'une certaine taille, mais dans le bricolage, on a des parkings qui vont très vite, qui dépassent 1500 mètres carrés. Et dans ce cas-là, la loi demande de couvrir la moitié
du parking par des ombrières photovoltaïques. Donc là aussi, on est sur des budgets d'investissement assez colossaux, plus d'1 milliard d'euros par an. Voilà 2 obligations qui viennent de la loi énergie renouvelable, qui sont impactantes. 2 dernières que je citerai. Je ne sais pas combien tu as de places de parking dans ton magasin. 80. Bah, tu vois, tu es juste à la Toujours frontière. à la limite. Juste à la frontière. Il y a une obligation, par exemple, au-delà de 20 places de parking, c'est la loi LOM, d'équiper de 5% de bornes de recharge électrique. Donc là aussi, des budgets assez importants parce que selon le nombre, il faut changer le transformateur, etc. Donc il peut y avoir derrière des travaux importants. Et puis je citerai une dernière obligation qui est celle du vrac, alors qui ne concerne pas encore clairement la papeterie, c'est pas très clair. Alors, il y a déjà des initiatives, notamment chez Bureau Ça Vallée. n'empêche pas les initiatives volontaires. Ça fait 15 ans qu'on le fait. Donc vous étiez en avance. L'obligation du vrac, elle est mise en place, elle est exigée à partir de 400 mètres carrés. Donc ça, c'est la loi AGEC, à partir de 2030. Ça concerne beaucoup l'alimentaire, évidemment, mais aussi le non-alimentaire. Le non-alimentaire. Donc pour conclure et répondre définitivement finalement à votre question, oui, il y a beaucoup de contraintes environnementales. On peut les précéder comme Olivier. Et d'ailleurs, si on le fait, c'est finalement toujours beaucoup plus simple. Mais ça, c'est possible quand on est dans le neuf. Sur l'existant, on est quand même devant une quadrature du cercle. Les 6 milliards d'euros d'investissement tous les ans jusqu'en 2030, il va falloir les financer. Est-ce que vous pensez que ces réglementations vont finir par s'appliquer aux plus petites surfaces ? Parce que là, on a parlé de 500 mètres carrés, 1000 mètres carrés. On peut il y a l'imaginer. aussi des surfaces absolument. plus... Oui, on peut l'imaginer. D'ailleurs, dans la discussion de la loi ENR, certains députés avaient voulu abaisser le seuil du décret tertiaire. Donc, pour répondre à votre question, passer de 1000 à... ils voulaient 200 mètres carrés. Donc, on arrive vite à 200 mètres carrés. Donc, je ne suis pas devin, mais on peut penser que ces seuils vont être amenés à baisser. Justement, un autre grand sujet est l'accompagnement des entreprises dans leur transition écologique. Olivier Lepelleux, vous le précisiez tout à l'heure, vous n'avez bénéficié d'aucune aide. Alors, est-ce que c'était une volonté ou tout simplement parce que les aides n'étaient pas adaptées au moment où vous avez lancé votre projet ? Non, on m'a même couru après pour m'en attribuer. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il y a plus d'impact en ayant un projet qui soit duplicable. Je mets à disposition mes plans, mes choix techniques gratuitement. Je précise quand même qu'avec la crise Covid, il y a de nombreux dispositifs qui se sont mis en place. J'en ai répertorié que quelques-uns parmi beaucoup. Moi, je vous conseille de vous rapprocher de vos organismes régionaux pour connaître les solutions à votre disposition. Donc, j'ai noté BPI France qui propose Diag Décarbone Action en collaboration avec l'ADEME, l'Agence de la transition écologique et l'association Bilan Carbone. Pour les plus petites structures, La Poste et CCI France ont lancé cette année le programme Baisse les watts, financé par les certificats d'économie d'énergie. Et plus particulièrement pour les entreprises du retail, l'Opcommerce dispose de l'outil de diagnostic EcoDiag Commerce. Ça peut être des premières solutions pour en tout cas envisager des changements, notamment pour les transformations des magasins préexistants. Le programme Baisse les watts, pour le connaître un peu, est très intéressant. Et effectivement, est un moyen d'expliquer peut-être aux plus petites structures les aides possibles au travers des certificats d'économie d'énergie. C'est intéressant. Comme souvent en France, on a plein d'aides. Ce n'est pas forcément facile d'y voir clair. Et à tel point qu'il y a 2 semaines, la ministre Olivia Grégoire a lancé le CNC, le Conseil national du commerce, dont PRFM fait partie. Et dans les groupes de travail qui ont été lancés, figurez-vous qu'il y en a un sur les aides, destiné uniquement à faire ce que vous venez de faire, c'est-à-dire de lister quelles sont les aides possibles, dans quel cas on peut les avoir. Oui, parce qu'en plus, selon les CCI régionales, il y a certains dispositifs qui fonctionnent dans certaines régions, pas dans d'autres. Donc c'est vrai que c'est un petit peu complexe. C'est pour ça que je conseille à nos auditeurs de consulter leurs intervenants locaux, qui seront plus précis. Il y a très peu de dispositifs nationaux au final. Il n'y en a pas beaucoup. Pour finir, j'aimerais aborder la question de la communication autour de tous ces efforts environnementaux. Est-ce que sobriété du magasin doit forcément être synonyme de sobriété marketing ? Alors nous... Je vais laisser Olivier commencer à répondre. Alors on a été timide, nous, en fait. On n'avait pas la mise en service de notre production. Donc on a été timide, on n'a pas dit, voilà, on est les meilleurs et tout. Aujourd'hui, on va commencer à parler de ce qu'on fait. Et tout simplement, on a mis aussi à l'extérieur un affichage dynamique. Alors on a été souvent critiqué en disant c'est une pollution visuelle et tout ça. On est obligé de s'expliquer. Déjà, l'énergie, elle est produite. Et en plus, on va baisser nos tracts. On divise par 2 nos tracts papier là, cette année. Et l'année prochaine, on arrête totalement
sur la zone de vie d'Amboise, on en envoie quand même 200 000 par an. C'est énorme. Donc rien que déjà avec cette initiative, on arrive à baisser notre impact CO2. Franck Charton, comment faut-il communiquer sur ces efforts environnementaux pour ne pas être taxé de greenwashing, mais au contraire que ce soit les consommateurs ou les intervenants du secteur comprennent vraiment l'utilité de ces démarches? Olivier le disait, au début, vous n'aviez pas imaginé forcément de communiquer énormément, vous étiez plutôt dans une sobriété, une humilité dans le fait de faire, mais on se rend compte que justement, il est important et intéressant d'expliquer, et pas qu'au public, aussi à ses collaborateurs, à l'ensemble de l'écosystème qui nous entoure, à ses fournisseurs. Voilà les efforts qu'on fait, l'investissement qu'on a pu faire, la démarche qu'on lance. Et en fait, sur cette partie-là, il ne faut pas être sobre. Mais pas du tout. Il faut y aller. Il faut y aller. Ouais, Il faut communiquer, il faut vendre l'idée. Olivier en est la preuve vivante. Il propose gratuitement de faire bénéficier à qui le veut ces plans, le travail que tu as fait pendant des mois et des mois. Et c'est aussi comme ça, au-delà des aides, qu'on arrive à distiller les bons conseils, les bonnes idées. Par exemple, le fait, dans le plan de sobriété, de se mettre d'accord tous ensemble, d'éteindre les enseignes lumineuses. Vous allez me dire, c'était dans la loi, etc. Ok, c'était dans la loi. Mais personne ne l'appliquait. Personne ne le faisait, donc c'était pas simple. Parce que ça faisait longtemps que c'était dans la loi. Oui, c'était depuis des années. Il faut bien avouer que le prix de l'électricité a aussi amené tout le monde à réfléchir autrement, soyons très pragmatiques et honnêtes. Mais le fait d'éteindre ces enseignes lumineuses, même si ce n'est pas la consommation énergétique la plus importante du magasin, c'est en termes d'image tellement représentatif, c'est tellement symbolique, et ça montre à nos concitoyens aussi les efforts qu'on est amené à faire en termes notamment justement de marketing. Franck Charton, Olivier Lepelleux, merci pour vos interventions très enrichissantes. J'espère que cet échange inspirera nos auditeurs pour être acteurs de leur transition écologique en réduisant l'impact environnemental de leur magasin. Un résumé de cette conversation, agrémenté d'autres témoignages, sera disponible dans le prochain numéro du Papetier de France. Le 2e épisode de notre série de podcasts abordera la loi AGEC et ses conséquences sur les achats publics et les appels d'offres. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. C'était La Distribution passe au vert, le podcast du Papetier de France, le magazine des papetiers, fournituristes, grands magasins et grandes surfaces. Retrouvez-nous sur papetierdefrance.com et sur LinkedIn.